Les buts du laboratoire 2, utiliser le point d'accès Wi-Fi de l'application JMGen, c'est de savoir se connecter sur le point d'accès Wi-Fi du bon objet, parce qu'il va y en avoir plusieurs dans le laboratoire, accéder à ces pages web en utilisant différents furteurs, téléphone aussi, utiliser l'onglet Network d'un furteur pour voir les fichiers qui sont téléchargés entre l'application et le furteur, intercepter les contenus des fichiers téléchargés entre l'application et le furteur à l'aide de Wireshark, utiliser le débogueur du furteur pour suivre les instructions du script téléchargé avec la page. Les documents de référence, ce document, le document plateforme JMObjet et la vidéo, utiliser le point d'accès Wi-Fi. Ce que vous avez à faire, c'est de se connecter au point d'accès, de consulter les pages avec différents furteurs, d'inspecter les fichiers téléchargés dans le furteur à l'aide de l'onglet Network du furteur, suivre le téléchargement d'une page web à l'aide de Wireshark, suivre les communications WebSocket entre objet et un furteur dans la console, installer un point d'arrêt et utiliser le mode pas à pas pour suivre le déroulement des instructions du script dans le furteur. Ensuite, c'est faire un compte rendu et remettre le travail sur Léa. Présentement, la platine est programmée avec l'application JMObjet 1. Si ce n'est pas fait, si vous ne savez pas comment faire, consultez la vidéo précédente, donc le laboratoire 1. J'alimente la platine et automatiquement, le point d'accès devrait apparaître dans la liste. Donc, ça peut prendre quelques temps. Ici, je suis déjà connecté. Il se pourrait très bien qu'il y ait plusieurs JMObjet 1 dans le local. Pour savoir lequel est le vôtre, vous pouvez ouvrir le terminal, vous connecter sur la platine physiquement avec le module USB TTL et de demander la commande ESP point d'interrogation. Donc à ce moment-là, vous allez voir passer le MAC adresse qui termine ici par AEB. On voit que j'ai d'autres communications ici, je vais les expliquer un peu plus tard. Donc AEB, dans mon cas ici, j'en ai seulement un. Maintenant que je suis connecté dessus, je peux ouvrir un furteur, n'importe lequel, à l'adresse 192.168.4.1. Donc 192.168.4.1. Et automatiquement, c'est la page réseau qui est affichée. Et c'est celle qui a été demandée. C'est la page qui est servie par JMObjet en premier. Donc si on demande une autre page, l'autre page qu'on a demandé ici, c'est commande.html. Et l'autre page ici, c'est vol.html. Donc on voit ici, c'est une jauge qui indique la tension d'alimentation de la platine. Ici, c'est une interface de ligne de commande, un peu comme celle qu'il y avait dans le terminal. Je demande liste. On va voir la liste des commandes. Donc c'est la même chose si j'ouvre un autre furteur. Je vais aller avec Edge, par exemple. Edge, à la même adresse, encore une fois. Il fait une requête, il obtient la page. Donc on obtient les mêmes pages. Même chose. Je vais rapetisser aussi. On peut demander aussi avec Opera 192.168.4.1. Donc on a la page ici, la page de commande et la page du manomètre. Peu importe quel furteur on utilise, si on est connecté sur son point d'accès et qu'on va à l'adresse 192.168.4.1, on va obtenir les 3 pages web disponibles. Donc, vous pouvez l'essayer avec votre téléphone. Si vous vous connectez sur le bon point d'accès, vous allez obtenir les mêmes pages web. Maintenant, comment ça se passe? La requête des pages entre JMObjet et le furteur. Donc, je peux revenir par exemple à celui-là ici. Je vais agrandir. Je vais passer dans la fenêtre. On clique souris droite, puis on va en inspecter éléments. Ici, si je vais dans l'onglet Network, je vois des informations. Je vais rafraîchir, je vais aller à la page réseau, par exemple. Donc, si je clique dessus, ici, il y a une requête qui est envoyée pour retourner le fichier par défaut qui est index.html
Il y a une autre requête pour télécharger un fichier de style qui nous permet un peu de styliser la page. Il y a le fichier réseau.js qui se trouve être un fichier de script qui va nous permettre de faire des choses dans la page. Il y a réseau.png, c'est le petit symbole ici. Il y a sprite aussi, qui se trouve être les images qu'on va afficher selon la force du signal. Donc si je passe à une autre page, ici, ILC, on va voir ici qu'il a demandé la page HTML commande. OK, le fichier script commande. Donc, il a demandé une nouvelle page et un nouveau script. Une nouvelle icône qui apparaît au niveau de la page ici. La page Volt, même chose. On a demandé la page HTML Volt. Son fichier de style. On a un Java... Oups, excusez. On a le JavaScript. Si je clique dessus, on a des informations concernant ce fichier-là. Donc, c'est le script pour permettre d'afficher, de dessiner et de bouger l'aiguille. On a un fichier d'utilité, on a un script aussi, vol.js, qui est là. Donc, même chose dans différents furteurs, c'est la même chose. Donc, si je viens avec un autre furteur, par exemple Edge, souris droite dans la page, inspecter éléments, si on va dans Network, si je recharge, j'agrandis ici un peu, on voit que la présentation est différente. Ce qu'on peut voir ici, dans lui, ici, c'est Cache. Donc, étant donné que j'ai déjà demandé cette page-là, qui avait déjà envoyé le fichier bootstrap.css, il ne l'a pas redemandé à l'objet, il a pris celui de la cache. Donc, lorsqu'on fait des modifications dans les pages web, dans les scripts, souvent, on ne va pas vouloir qu'il récupère celui dans la cache parce qu'il ne prendra pas les modifications qu'on va avoir faites. Donc, à ce moment-là, il faut demander souvent là, de toujours rafraîchir à partir du serveur. Si je fais ça, je rafraîchis. Vous voyez, pending, pendant un certain temps, il l'a récupéré. Lorsqu'on a 404, ça veut dire qu'il a demandé quelque chose ici qui n'est pas fourni. Il y a une erreur, donc le fichier n'existe pas, par exemple. Ce qu'on voit, ce sont les fichiers qui sont demandés par le furteur et les réponses du serveur qui se trouve être dans l'application JMobjet. On va inspecter ces communications-là avec Wireshark. Donc, je démarre Wireshark. Je me connecte sur le Wi-Fi. Et vous voyez déjà, il y a beaucoup d'informations qui transitent dans un réseau. On va mettre un filtre pour pouvoir voir ce qui nous intéresse. Dans notre cas, c'est le protocole HTTP. Donc, le protocole HTTP, c'est le protocole utilisé pour charger les pages web entre un furteur et un serveur. Donc, si je vais à la page réseau, je vais rapetisser ça ici pour qu'on puisse voir tout le monde. Donc, en cliquant, ça, j'ai plus besoin de ça. On va juste garder celui-là. On a eu plusieurs échanges. Donc, ici, j'ai la source 192.168.4.2, c'est le PC. Et la destination, c'est le serveur. C'est lui qui génère les adresses pour tous ceux qui se connectent dessus. Pour bien voir que c'est ça, on peut ouvrir une fenêtre de commande ici. Commande et demander l'adresse ipconfig du PC. Donc on voit que l'adresse au niveau du Wi-Fi, l'adresse IPv4, c'est .2. Donc ça, c'est le PC. Donc le PC demande quelque chose au serveur et c'est de fournir la page de base de son serveur. Ensuite, il demande aussi de télécharger un autre fichier qui s'appelle réseau.js. Ici, on a le serveur qui répond OK. Ensuite de ça, on a une autre demande du furteur de télécharger le fichier Bootstrap. Le serveur qui répond OK. Le serveur répond OK.
Ensuite de ça, on a une autre demande de télécharger Bootstrap. On peut l'avoir 2 fois de suite. Si pour une demande, il ne répond pas, par exemple, il peut le redemander. Ce qu'on peut faire, on peut cliquer sur le premier, donc au début de la communication, souris droite et de suivre, follow un HTTP stream. Donc à ce moment-là, on suit une communication en particulier. Donc on a le furteur qui va demander de télécharger la page réseau, cette page-là, et ça ici en bleu, c'est la réponse du serveur. Donc ça ici, ce qu'on a à partir de cet endroit-là ici, donc ça c'est sa réponse en disant « Ok, j'ai la page, je t'envoie l'information ». Donc toute l'information qui suit par la suite, ça se trouve être la page HTML et son script qui est inclus dedans. C'est tout ça qui a été transmis. Et c'est ça qui a servi à dessiner la page. Je fais un close. Donc si je viens ici, si je fais un nouveau filtre HTTP par exemple, et si je refais une demande de la page, on voit que c'est ici. On a demandé la page commande. Donc si je suis ça, follow HTTP string, on a demandé la page commande, et ça c'est la page web commande.html, dans lequel ici on demande de télécharger le fichier commande.js, de télécharger l'icône, le petit icône qui va apparaître en haut, la feuille de style, ok, et ça c'est dans l'entête de la page HTML, on va y revenir, et le contenu, donc le corps du fichier HTML, c'est celui-là. Donc on a en haut, par exemple, la navigation, les pastilles ici. Ensuite, on a le Jumbotron qui est celui-là. Ensuite, on a un texte qui est interface de commande WebSocket, qui se trouve être ça. Ensuite, on a en couleur aqua celui-là, le ESP. On a le texte, ligne de commande, qui est là. Ensuite, on a une couleur de fond. Et on a différentes informations encore ici. On y reviendra possiblement plus tard. C'est le contenu de la page web. La même chose, si on va pour voir la page Volt, il va télécharger d'autres choses. Maintenant, si je reviens, donc ça ici, je vais faire un close. Maintenant, il y a un autre protocole qu'on peut inspecter, demander, c'est le protocole WebSocket. Donc, on a beaucoup de WebSockets ici, entre le serveur et le PC. Vous voyez, si on regarde ici, on va voir le contenu. Ici, on a l'information type ADC, Volt. Donc, c'est l'information qui est ici. Donc, entre l'objet et le furteur, à toutes les secondes, le serveur transmet au PC par WebSocket une information. Et cette information-là, c'est type ADC Volt 5.3 TS. Et c'est cette information-là qui est affichée ici. Et si on va au niveau de Volt, c'est cette information-là qui sert à ajuster la jauge. Donc, si je viens dans Quit, on va maintenant inspecter les communications WebSocket à l'aide de la console. Donc, je clique souris droite dans la fenêtre, j'inspecte l'élément, je vais dans la console. Au niveau de la console, on voit ici que je reçois des messages. 12, 13, 14, 15, 17, beaucoup de messages. Donc, je veux recharger la page. Je recharge la page. Une petite erreur, et ensuite de ça, il a réussi à communiquer. Et il reçoit les messages. 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est toujours le même message. Et la valeur de volt ici va dépendre du convertisseur analogique à numérique. Donc, si la tension variait, donc vous pouvez relier une alimentation variable à l'entrée qui va varier par exemple entre 5 et 15 volts ou 12 volts sur le connecteur J2 au lieu d'utiliser le connecteur micro USB qui est fixe à 5 volts. Donc si vous utilisez le connecteur J2, que vous mettez une tension d'alimentation variable, vous allez pouvoir voir les messages vont avoir une valeur de tension qui est variable.
Donc, à faire, à tester. On peut regarder les messages de la page ILC. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a du WebSocket? On reçoit la même chose. La page réseau, est-ce que c'est connecté WebSocket aussi? Donc, on a reçu un type de message et ensuite de ça, on reçoit aussi les messages WebSocket. Je vais revenir un peu ici pour voir comment on peut utiliser le debugger. Donc, si je clique sur le debugger, le fichier qui m'intéresse, c'est le fichier réseau pour l'instant. Donc, je vais un peu plus grand pour voir là, un peu mieux. Et la page réseau. Si je regarde la page réseau, c'est cette page-là, c'est la page web. On a le contenu qui a été téléchargé par le serveur. Et j'ai le script. Une fois que la page est chargée, j'ai une instruction. On part, on start WebSocket. Donc, le start WebSocket, c'est dans le fichier réseau.js. Donc, si on regarde réseau.js, lorsqu'on va charger la page, il va partir ici. Donc, il rouvre un WebSocket. OK? Puis lorsqu'il va être ouvert, il va envoyer une commande. Donc, send, c'est envoyer une commande. Il va envoyer la commande station SSID. Console.log, c'est un moyen de faire afficher dans la console le message. Ensuite, si le WebSocket est fermé, il va afficher dans la console un message comme de quoi il est fermé. Et ici, ce sont les messages WebSocket qu'il peut recevoir. Donc, on pourra se mettre un point d'arrêt là-dessus. Je vais me mettre un point d'arrêt ici. Donc, lorsque on charge la page et que le WebSocket est démarré. Donc, si on fait ça, si je recharge la page, il vient d'arrêter et on peut voir les variables dans le système à ce moment-là. Donc, on a ici, on peut faire single step. Ici, on peut rentrer dans une fonction. Donc, si je vais pas à pas, donc, présentement, dans la console, si je regarde, il n'y a rien, à part ça ici, les messages du furteur. Dans le debugger, je fais un pas. Donc, dans la console, il va envoyer un message. Si je regarde dans la console, c'est le message station SSID. Donc, cette commande-là est ensuite envoyée par WebSocket. Donc, si je fais ça, je vais mettre aussi un breakpoint sur la réception des messages. Ici. Donc, vous voyez ici, on a une fonction WebSocket on message. Donc, lorsqu'on reçoit un message, il vient exécuter ça. Donc, je le fais avancer, continuer. Il vient d'envoyer un message au serveur et on a déjà reçu la réponse ici. Si je regarde dans la console, on ne l'a pas encore affiché. Donc, on a tout simplement le message qu'on a envoyé. Ensuite, si je fais un pas, dans la console, il va l'avoir affiché. Donc, ça, c'est le message reçu du serveur, de type ADC, Volt, etc. C'est un JSON. C'est un message texte en format JSON. Ensuite, si je vais pas à pas, il va transformer le message, un message sous format texte, en un objet JSON. Il va ensuite récupérer dans le message, on a le message ici, hein? Donc on a une clé et une valeur, une clé et une valeur, c'est séparé par des virgules. Donc la clé nous aide à retrouver l'information à l'intérieur. Donc ici, il va regarder la clé, type, et si c'est de ADC, donc ici, on va continuer, il n'y en a aucun qui est intéressant pour lui. Par contre, si on va dans la page Volt, ici je vais enlever le breakpoint, ici je vais enlever le breakpoint, je vais continuer, je vais aller dans la page Volt, je fais la même chose au niveau du WebSocket. Lorsqu'il va recevoir un message, on va regarder le type, et si on a un type qui est ADC, on va faire quelque chose. Donc c'est intéressant ici de mettre un breakpoint. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un message, on regarde, on le met en objet, on regarde s'il y a un type ADC. Donc, le message qui était retourné, c'est ADC, on a les volts. Donc, si c'est ADC, on va extraire les volts. Donc, l'objet .volt va extraire de la clé volt la valeur qui est ici. Et ensuite de ça, on peut faire étape par étape.
j'ai aucun timestamp, donc aucun date et temps, parce qu'on n'a pas encore le RTC, mais un peu plus tard, on va être capable d'extraire la date et de l'afficher ici. Et ensuite, si on continue, document getElement by ID, ça veut dire qu'il va dans le document, quelque part, il y a quelque chose qui s'appelle time. Et à ce moment-là, il va remplacer le HTML par la valeur du temps. Donc, on peut aller voir les éléments. Donc, on peut continuer, là, et ensuite, on pourra les inspecter. Donc, je continue. La jauge, ça veut dire que la valeur de la jauge, donc on a un autre élément qui est une jauge ici, et sa valeur doit être remplacée par la valeur de vol qu'on a récupéré du message. Donc, j'enlève ça. Je continue. Donc, si j'inspecte la page web, si je vais dans le conteneur, on a la navigation qui est en haut. Ensuite de ça, ce qui est centré, on a le Jumbotron. On a l'identification time ici. Donc ça, c'est un élément. Et à l'intérieur de l'élément, ici, si je change la valeur, ici, c'est marqué timestamp. Si je m'en viens ici et que j'édite HTML, que je mets mon curseur ici, que je change ça, que je mets Hello, OK? Vous voyez, ça a changé la page. Donc, le script, le programme, reçoit de l'information et selon le type d'information, il va venir modifier un élément de la page HTML avec un nouveau contenu. Comme ici, j'ai changé le contenu du texte. Un peu plus tard, ça va être la date et l'heure à laquelle la mesure a été prise. Et il y a moyen aussi d'aller modifier les couleurs, la position de l'aiguille, les valeurs, etc. C'est fait par le script. On peut recevoir de l'information, identifier les éléments qu'on veut changer et changer les éléments. C'est de la manière que vont fonctionner les applications à partir de maintenant. On va créer des pages web. On va créer un canal de communication WebSocket. Le serveur va envoyer des nouvelles informations. Le fichier qu'on a envoyé en même temps, le script, va recevoir ces informations-là et va modifier les éléments des pages web. Essayez d'utiliser le débugger pour d'autres pages, pour suivre, par exemple, les commandes qui pourraient être transmises lors de l'ouverture de la page. Terminé.